L'année 2020 devrait être une année clé pour le climat et la biodiversité, mais le coronavirus a chamboulé l'agenda. La COP26 pour le climat de Glasgow et le Congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature sont repoussés à 2021 et d'autres rendez-vous majeurs sont sur la sellette. Compte tenu de l'impact mondial et continu du Covid-19, la tenue d'une COP26 ambitieuse et inclusive en novembre 2020 n'est plus possible, a annoncé mercredi dernier le gouvernement britannique. Cette grande réunion annuelle sur le climat en 2021, toujours dans la ville écossaise, aura lieu à une date qui sera communiquée ultérieurement. En réaction à la dernière livraison de votre magazine, nos nombreux téléspectateurs et internautes ont réagi à l'émission, surtout en ce qui concerne la création de l'Agence congolaise pour la transition écologique et le développement durable. En ligne avec nous, René Ngongo, président de la Commission Environnement et Ressources naturelles au Conseil économique et social CES. Madame, Monsieur, bienvenue à votre magazine RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite, après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Commençons cette émission par cette descente du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo, à la direction d'assainissement. Sur place, le ministre de l'Environnement et toute sa délégation ont visité les matériels dont dispose cette direction d'assainissement. Un lot important de matériel capable d'aider la RDC à lutter contre le Covid-19 en désinfectant bien sûr les milieux et les bâtiments publics. Pour Claude Nyamugabo, cette direction est mise à la disposition du gouvernement afin que les bâtiments et milieux publics soient désinfectés pendant ce temps où le pays est attaqué par le coronavirus. Ces matériels existent depuis bien longtemps, a-t-il indiqué. Il est donc temps de les utiliser car c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire travailler la direction d'assainissement dans notre pays, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les autres provinces du pays. Le ministre de l'Environnement et Développement durable a donc rassuré que les appareils dont dispose cette direction peuvent couvrir toute la ville de Kinshasa et qu'on avait besoin juste des intrants pour commencer le travail. Et d'ailleurs, c'est en principe ce lundi que les bâtiments du gouvernement situés à la place Le Royal devraient être désinfectés pour lutter, comme nous l'avions dit, contre le Covid-19. Je vous le disais dans le sommaire, la COP26, initialement prévue pour le mois de novembre 2020 à Glasgow en Écosse, n'aura plus lieu. Le Covid-19 a eu raison de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui devrait donc avoir lieu en novembre à Glasgow en Écosse. Quelles sont les explications des responsables de l'ONU et de la Convention sur le climat pour justifier ces reports? Voici les détails dans ces commentaires. C'était prévisible, initialement prévu en novembre 2020 à Glasgow en Écosse. La 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 a été reportée à 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a jugé nécessaire de continuer les efforts pour lutter contre les changements climatiques, rappelant que la science sur le climat n'a jamais changé. Le chef de l'ONU a apporté son soutien à la décision du Royaume-Uni et du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de retarder la COP26. Pour le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, la nécessité de supprimer le virus et de sauver des vies est la priorité absolue, alors que des centaines de milliers de personnes tombent gravement malades et que beaucoup meurent du Covid-19. Stéphane Dujarric a ajouté que la science montre clairement que le comportement humain modifie la capacité de régulation du système terrestre avec un impact sur la vie et les moyens de subsistance allant de notre santé à notre économie mondiale. Cette crise humaine dramatique est également un exemple de la vulnérabilité des pays, des sociétés et des économies aux menaces existentielles. Aujourd'hui, les pays doivent travailler pour protéger la santé des personnes et la planète n'a jamais été aussi menacée. La solidarité et une plus grande ambition sont plus que jamais nécessaires pour passer à une économie durable et résiliente à faible émission de carbone qui limite le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, a insisté Stéphane Dujarric, porte-parole du patron de l'ONU.
Le secrétaire général de l'ONU, de son côté, a estimé qu'il faut poursuivre les efforts pour accroître l'ambition et l'action contre les changements climatiques, car la science du climat n'a pas changé, les émissions de gaz à effet de serre sont aujourd'hui à un niveau record et les impacts se multiplient et aggraveront les défis socio-économiques que cette crise va intensifier. Selon Antonio Guterres, la crise du Covid-19 renforce l'importance de la science et des preuves pour éclairer les politiques et les décisions gouvernementales. Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a indiqué qu'on ne peut pas oublier que les changements climatiques sont la plus grande menace à laquelle l'humanité est confrontée à long terme, mais le Covid-19 est la menace la plus urgente à laquelle l'humanité est confrontée aujourd'hui. Pour Patricia Espinosa, la reprogrammation de la COP26 permettra à ce que toutes les parties soient pleinement dédiées aux questions à débattre lors de cette conférence vitale et de disposer de plus de temps pour les préparatifs nécessaires. La secrétaire exécutive de la conférence sur le climat prédit que bientôt les économies vont redémarrer. Ce sera une opportunité pour les pays de mieux se redresser, d'inclure les plus vulnérables dans ces plans et de façonner l'économie du XXIe siècle de manière propre, verte, saine, juste, sûre et plus résiliente. En attendant, il faut continuer à soutenir et à exhorter les pays à renforcer considérablement leurs ambitions en matière de climat, conformément à l'accord de Paris, a conclu Patricia Espinosa. Tout compte fait, les pays devront donc mieux se préparer pour l'année 2021 pour la tenue de la COP26 au lieu de la COP27. Vous le savez peut-être, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a créé par ordonnance présidentielle du 27 mars 2020, lue sur la chaîne nationale, l'Agence congolaise de transition écologique et du développement durable, ACTED en sigle. Un service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'État qui sera organisé par les dispositions de l'ordonnance numéro 01/013 du 28 février 2020. Selon les informations, la création de cette agence fait suite à la nécessité de transformer les normes de production, de consommation et d'investissement vers un mode de développement économique décarboné. Dans notre dernière prestation de cette émission RDC Environnement, nous avons enregistré beaucoup de réactions quant à la pertinence de cette agence. Nous revenons encore aujourd'hui sur ce sujet de la création de l'Agence congolaise de transition écologique et du développement durable. Pour cela, nous étions en ligne il y a quelques instants avec Monsieur René Ngongo, qui est le président de la Commission Environnement et Ressources naturelles au sein du Conseil économique et social CES. Je vous propose de l'écouter dans cette interview que nous avons réalisée avec lui à ce sujet. Monsieur René Ngongo, bonjour. Bonjour Ribin. Vous êtes président de la Commission Environnement et Ressources naturelles au Conseil économique et social. Le président de la République venait de signer une ordonnance créant l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Vous, en tant que président d'une commission qui s'occupe des matières environnementales et des ressources naturelles, comment avez-vous accueilli la création d'une telle agence? Cette nouvelle a été bien accueillie par moi-même, par les membres de ma commission et tout écologiste engagé dans le combat pour une transition écologique, pour passer de l'économie brune à l'économie verte. Donc ça a été une très bonne nouvelle de savoir que cette question sera portée désormais au sommet de l'État par une équipe spécialisée autour du chef de l'État. Donc pour nous, ça a été une très bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle, quelle peut être la contribution, si on peut dire ainsi, d'une telle agence dans les questions de la transition écologique en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette agence? Monsieur le journaliste, vous savez que le pays s'est engagé sur plusieurs fronts. Il y a eu d'abord le fonds MDP, mécanisme pour le développement propre. Il y a récemment l'accord de Paris. Vous savez que nous avons notre contribution déterminée au niveau national, et au-delà de tous ces engagements au niveau international, nous avons des lois, notamment la loi sur la protection
de l'environnement, la loi sur la conservation de la nature, même les autres codes, les codes forestiers, les codes miniers, les codes des hydrocarbures, qui mettent vraiment en évidence les normes qu'il faut appliquer pour que nous puissions passer à une économie décarbonée. Et au-delà de ça, cette question de transition écologique et même du développement durable en général, elle est transversale. Donc, elle touche plusieurs ministères. Je peux citer quelques ministères, par exemple, le ministère de l'agriculture, là on parle de l'agriculture durable, le ministère des industries, parce qu'il faut que les industries pratiquent de nouvelles normes pour aller vers l'économie verte, l'économie, le ministère de l'économie et évidemment toutes les industries extractives, parce que c'est elles qui, en général, sont en train d'émettre beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc cette question, lorsqu'elle est portée dans un cabinet, dans un service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'État, l'avantage c'est que elle peut jouer un rôle de coordination de tous les efforts des autres ministères. Par exemple le ministère des Transports, parce que vous savez, rien qu'à Kinshasa, regardez la qualité des véhicules qui polluent notre ville. Quand vous voyez même nos villes, ce ne sont pas des villes vertes. Or, la tendance actuelle, à travers le monde, c'est d'avoir des villes vertes, des villes durables, où on met en évidence toutes les questions d'aménagement des espaces verts, la question énergétique, ça aussi c'est un secteur très important, la gestion des déchets. Donc tout cela peut être coordonné par un service qui va pousser les autres ministères à jouer pleinement leur rôle sur cette question thématique. Et en même temps, le ministère de l'Environnement, c'est un ministère clé parce que c'est le ministère qui doit aussi pousser la gestion de nos forêts, la gestion de nos tourbières. Donc il est important à ce niveau que ces messages soient portés ou cette coordination dans une équipe restreinte. Et ça, j'ai apprécié l'ordonnance parce que c'est vraiment une équipe restreinte. C'est pas une agence publique comme certains ont voulu le faire croire avec des bureaux à Kinshasa, dans toutes les provinces. Non, c'est juste une équipe réduite pour faire la coordination et aider à avoir une bonne feuille de route en tenant compte des réalités qui sont là. Parce que nous voulons vraiment faire cette transition écologique, passer d'un monde carboné vers un monde décarboné. Il est important que ça soit porté par un service au sommet de l'État, parce que vous vous rappelez, pendant longtemps, ça a été notre souhait de voir que les pays récupèrent son leadership au niveau régional et même international par rapport à son potentiel. Nous sommes un potentiel écologique reconnu à travers le monde, à travers nos forêts, à travers nos eaux, à travers nos tourbières, et il est important que l'impulsion vienne d'en haut. C'est comme ça que nous allions cette initiative, cette belle initiative. Tout à fait. Monsieur René, il y a certains observateurs qui pensent que c'est bien bon, mais la RDC dispose des lois, vous l'avez dit, des lois dans le secteur, mais aussi et surtout il fallait procéder par un état de lieu ou un audit des organes qui s'occupent de l'environnement qui existent déjà. Qu'en pensez-vous? Oui, cette agence ne vient pas tomber comme un cheveu dans la soupe. Je sais que c'est des réflexions de très longue date, pratiquement 8 mois de réflexion, et ces réflexions ont pris en compte l'état des lieux actuel. On a analysé, j'imagine, tout ce qui se passe dans les... Vous savez, monsieur le journaliste, des fois, c'est parce que les gens pensent qu'ils sont les seuls à réfléchir. Comme ils n'ont pas participé à la réflexion, donc il n'y a eu aucune évaluation. À ce niveau de responsabilité au sommet de l'État, on ne peut pas prendre une décision comme ça par je ne sais pas, coup de baguette magique. Ça a été réfléchi. J'ai eu l'occasion de lire la vision du chef de l'État sur les questions environnementales. Et quand vous voyez entre les lignes, c'était déjà une évaluation qui se faisait dans cette vision. Et ça vient répondre justement à cette évaluation. À ceux qui disent qu'il fallait évaluer. Aujourd'hui, on est où avec la transition écologique?
Je dirais qu'on est à un stade embryonnaire, pour ne pas dire au stade zéro. Donc, il faut que cette agence vienne pour essayer de faire la coordination. Ça a été clair dans l'ordonnance. Ça veut dire quand on coordonne, c'est pas vous qui gérez. Donc, vous coordonnez les différentes structures qui existent pour essayer de faire des synergies, développer des synergies. Et puis, il y a une feuille de route qui sera établie. J'ai beaucoup apprécié l'idée d'un comité de pilotage qui sera mis en œuvre. Et d'après mon entendement, c'est un comité de pilotage qui pourra avoir des représentants de tous ces ministères clés. Je plaide qu'il y ait aussi des représentants de la société civile parce que nous travaillons depuis une trentaine d'années sur ces questions, donc nous pouvons apporter notre contribution. Et c'est ce comité de pilotage qui pourra aider la coordination de cette agence à mieux faire la coordination, permettez-moi la répétition, parce que il faut développer des synergies. Qu'est-ce qui se passe entre les ministères des mines, le ministère des hydrocarbures, le ministère de l'environnement? Déjà, nous avons quelques problèmes avec la mise en œuvre du code minier où c'est pas clair des attributions entre l'agence congolaise, l'ACE pour l'environnement et la direction de la protection de l'environnement minier. Là, nous avons maintenant un cadre qui peut aider à fédérer les initiatives et à voir là où les choses ne marchent pas. Et il est important de comprendre que c'est un service spécialisé qui va prendre en compte toutes les initiatives qui existent. Et là où il y a des faiblesses, essayer de corriger. Et à ce moment-là, on laisse l'attitude à chaque ministère d'apporter sa contribution à cette transition écologique. Une dernière question peut-être. Les questions environnementales se sont inscrites au cœur de débats politiques, économiques, culturels, avec des enjeux considérables. Mais vous, en tant que, d'abord, activiste dans les questions de l'environnement, mais aussi président d'une commission qui s'occupe de l'environnement au niveau du Conseil économique et social, comment voyez-vous l'issue de notre pays dans les questions de l'environnement, dans les questions de transition écologique, dans les questions de développement durable? Merci, monsieur le journaliste. Tout à l'heure, j'ai parlé des potentiels que nous avons. Vous savez que nous sommes un pays de méga biodiversité, avec tout ce que nous avons comme avantage sur notre biodiversité. Nous sommes le deuxième poumon de la planète. Après le Brésil, c'est la RDC qui a la plus grande superficie forestière. Nous avons des tourbières qui jouent un rôle capital. Nous avons une des ressources, on en parle pas assez, c'est l'eau. Les eaux douces qui sont indispensables pour la qualité de notre vie. Donc, ça fait de notre pays un pays parmi les plus riches en termes de potentiel pour apporter des solutions sur tous les plans. Sur les plans environnementaux, notamment la question du climat, nous avons une réponse parce que nous jouons un rôle comme poumon de la planète avec la séquestration de carbone. Nous avons un potentiel de biodiversité énorme. Aujourd'hui, on est en train de parler de coronavirus pour parler de l'actualité. La solution se trouve certainement dans toute cette biodiversité végétale que nous avons ici qui peut apporter des solutions. Donc, nous pensons que c'est le moment, je l'ai dit tantôt, de récupérer notre leadership sur ces questions. On ne peut pas résoudre la question de biodiversité au niveau mondial, la question de changement climatique sans que la RDC ne dise son mot. Et nous pensons qu'à ce niveau, il est important que la RDC tire le dividende de son potentiel en termes de retombées financières. Ça, c'est un autre combat, je pense qu'il doit être joué par cette agence pour voir comment fédérer les efforts en termes de fonds verts pour le climat. Il y a des initiatives, les fonds pour l'environnement mondial. Nos voisins ont lancé les fonds verts, fonds bleus. Tout ça, c'est des opportunités que nous pouvons saisir et jouer notre rôle. Vous savez que vous pouvez avoir un potentiel, mais si vous-même vous ne vendez pas votre potentiel, personne ne va vous accorder votre droit. Ce n'est pas que nous sommes en train de commander, c'est un droit légitime de la RDC de pouvoir être considéré au niveau international par rapport à son poids sur toutes ces questions qui viennent des mineurs.
Merci beaucoup René Ngongo. Je rappelle que vous êtes président de la Commission environnement et ressources naturelles au Conseil économique et social, mais vous êtes aussi activiste de questions environnementales et d'ailleurs responsable de Océan, qui est l'organisation congolaise des écologistes et amis de la nature. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'était donc là René Ngongo, président de la Commission environnement et ressources naturelles au Conseil économique et social, qui réagissait à la création de l'Agence congolaise des transitions écologiques et du développement durable. Nous vivons dans un monde de plus en plus chaud avec un lot de problèmes climatiques. Mais la réponse se trouve peut-être dans ce qu'on appelle des villes et des cités durables, avec la présence des arbres au sein de ces villes et cités. C'est ce qu'on appelle des petits boisés pour réguler le climat urbain. La durabilité, c'est donc cette notion de penser aux générations présentes, mais aussi aux générations futures. Voici la réflexion de votre magazine sur ce sujet de la durabilité des villes et des cités durables. Regardez. Les changements climatiques frappent de plein fouet les villes et cités urbaines, avec toutes les perturbations de différents ordres. Pour les scientifiques, il est impérieux de penser à des villes et cités durables où il fait beau vivre. Il faut donc créer des villes plus résilientes et durables, et la notion de la durabilité renvoie à la prise en compte des intérêts des générations présentes et futures. La notion de durabilité nous renvoie à la satisfaction des besoins actuels, tout en pensant aussi aux besoins des générations futures, n'est-ce pas? C'est-à-dire donner la chance pour l'exploitation actuelle, tout en envisageant les générations futures. Donc ça, économiquement parlant, ou en termes de l'éco-développement, on parle d'éviter l'endettement écologique. Pour avoir des villes et cités durables, les forêts et les espaces verts peuvent aider à atteindre cet objectif et à relever les défis associés à une population urbaine en hausse. Les forêts urbaines, très souvent, on entend parler de boisés, des petits boisés. C'est-à-dire des petits boisés parce qu'on ne peut pas avoir des grandes forêts dans une ville, mais on voit plus de petits boisés. Donc, dans les petits boisés, on peut rencontrer les petits boisés sur des routes ou sur un terrain déjà prédisposé, ou même dans des résidences. On peut trouver des petits boisés. Au cours d'un forum mondial sur les forêts urbaines tenu du 28 novembre au 1er décembre 2018 à Mantova en Italie, Hiroto Mitsugi, sous-directeur général de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, chargé des départements des forêts, déclarait qu'il est essentiel et urgent de mettre en place des modèles plus durables de croissance urbaine. Pour arriver à un tel résultat, il est nécessaire d'approuver des solutions pour les forêts urbaines avec comme objectif créer des villes plus écologiques et plus saines. Ce qui revient à dire que les hommes doivent arriver à chérir les arbres pour changer la nature des villes. C'est ici qu'intervient le rôle de la foresterie urbaine pour un avenir plus écologique, plus sain et plus heureux. La métropole orientale a végétalisé déjà 30% de sa superficie. Donc ce qui donne en moyenne 16 000 arbres en moyenne au kilomètre carré. Là je dis bien au kilomètre carré. Donc cela sous-entend que chaque parcelle, chaque résidence peut avoir 4 arbres. N'est-ce pas? Et une notion qui a été tout à fait aussi importante, c'est que si chaque parcelle a 4 arbres, donc pour remplacer ne fût-ce qu'un arbre, il faut $700. Maintenant, chaque arbre, que ce soit au niveau des résidences, que ce soit au niveau des petits boisés, vous donne plus ou moins $8 l'an. Donc économiquement parlant, nous disons, il est difficile et très dangereux de donner une valeur monétaire à un arbre parce que déjà un arbre nous rend le service au-delà de ce que nous attendons parce qu'il nous donne d'abord par rapport aux besoins essentiels, comme on dit fondamentaux, mais en plus la santé et sans ignorer les autres taxes, ainsi de suite, que l'arbre nous procure. Selon les écologistes, les arbres peuvent aider à réduire les besoins en air conditionné de 30% et protéger les maisons du vent,
s'ils sont placés de manière adéquate autour des bâtiments. Mais un arbre adulte peut surtout absorber jusqu'à 150 kg de dioxyde de carbone CO2 par an et donc contribuer à atténuer les changements climatiques. Les zones vertes peuvent également avoir un effet positif sur la santé et le bien-être des personnes et peuvent aider à créer des sociétés plus cohésives. Sur le plan écologique, nous nous disons que l'arbre nous facilite la captation des précipitations, c'est-à-dire il capte les précipitations, il les garde, ils enfoncent dans le sol, c'est ce qui va dans l'optique d'humidifier le sol, de donner la chance à la nappe phréatique de garder de l'eau, n'est-ce pas? Mais aussi agit sur le microclimat du milieu. Agit sur le microclimat du milieu. Mais c'est pas seulement c'est pas seulement ça, mais ça participe à la séquestration du CO2. Des solutions forestières désormais doivent faire partie intégrante de l'imagination de l'homme. C'est entre autres étendre le couvert forestier dans les villes, utiliser les bons arbres au bon endroit, tout en développant des programmes politiques qui vont promouvoir la création d'espaces verts et de forêts urbaines. Dans l'atmosphère, on rencontre même des CO2. Il y a certains éléments comme le méthane qui peuvent circuler, mais ne pas ignorer des particules dans la poussière, autres particules qu'on peut trouver. Or, dans d'autres particules qu'on peut trouver, on peut trouver des métaux lourds qui se retrouvent dans l'atmosphère. On peut les trouver, les métaux lourds. Mais ça, l'avantage, c'est que le fait d'abord de séquestrer les CO2, n'est-ce pas, et les garder, n'est-ce pas, il y a les autres particules, des poussières et les autres particules que l'arbre ou la plante saisit, retient, et ça a directement de l'incidence sur la santé. Parce que si on n'a pas de l'arbre, toutes ces poussières et les autres particules seront inhalées par la population, et la population est facilement exposée à des maladies cardiovasculaires. Donc ça aussi c'est un avantage. Le troisième avantage, c'est dans le cadre de l'énergie bois. C'est-à-dire, en lieu et place d'avoir une pression humaine sur les écosystèmes, donc on réduit facilement au cas où on a besoin de bois de chauffe. Vous voyez que ça contribue énormément. Les environnementalistes pensent qu'il faut faire la promotion des jardins communautaires, de l'agriculture urbaine et des forêts alimentaires urbaines, en augmentant le nombre de bâtiments écologiques et des forêts verticales et encourager l'installation des toits verts. Il est vrai que nous avons une grande potentialité en termes de forêts, et cela ne nous empêche pas que nous puissions organiser de manière bien zonée, par exemple la ville. Je parle vraiment de la ville de Kinshasa pour le moment. Par exemple, la ville de Kinshasa bien zonée et structurer la ville, donner la chance, selon les dimensionnements parcellaires, la chance à ce que nous ayons et des arbres au niveau des résidences, des arbres au niveau des rues, et même identifier certains sites où on peut avoir des petits boisés, qu'on appelle des terrains pour les petits boisés. Et là, vous êtes capable de faire la comptabilité environnementale. C'est-à-dire, vous savez, est-ce que réellement chaque parcelle en a autant, et telle rue en a autant, il y a des spécialistes qui sont en train de suivre, et vous avez la facilité de les valoriser. C'est-à-dire, celui qui veut l'exploiter, qu'est-ce qu'il doit à l'État? Et l'État assure le contrôle. Là, il y a une organisation. Mais si chacun doit planter comme il veut, quel arbre qu'il est en train de planter, pour quelle finalité, et l'État ne connaît même pas. Donc, il y a un problème de bien zoner et bien organiser. Ça, vraiment au niveau, par exemple, de la ville, pour que nous ayons des petits boisés qui soient durables et qui peuvent contribuer à l'économie de la ville, province. En intégrant davantage les solutions forestières dans la planification urbaine, les forêts et les espaces verts peuvent aider à relever un grand nombre de défis. Voilà, des villes et des cités durables, c'est donc possible si chacun de nous plantait un arbre, au moins un arbre dans sa vie et dans sa parcelle. Terminons cette émission avec cette citation de l'Amérindien Sitting Bull qui a vécu de 1831 à 1890. Il dit, je cite, « Quand l'homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière rivière, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson,
il s'apercevra que l'argent n'est pas comestible. Fin de citation. À chacun de nous de comprendre donc cette citation pour un développement durable de la République démocratique du Congo, notre pays, de l'Afrique, notre continent et de toute la planète Terre. Madame, Messieurs, c'est fini pour cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. N'oubliez pas les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. C'est entre autres, c'est laver les mains régulièrement, respecter plus d'1 mètre de distance avec l'autrui, tousser ou éternuer au plus de son coude, éviter les attroupements et enfin, en tout cas, rester à la maison si ce n'est pas nécessaire de sortir. Tous ensemble, luttons contre le coronavirus. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Madame, Messieurs, voilà donc qui boucle cette émission RDC Environnement qui reviendra, comme nous l'avons dit, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et merci à Patience Vomilia, à Maïki Zeidioko et à Peter Lomajesa et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Au revoir et à très bientôt.